Bonjour à tous, ça y est, nous sommes en ligne avec tout le monde. On va laisser les participants prendre place. 11h31, on a presque été à temps. Alors, chers participants, on est navrés, on a eu des petits soucis de connexion au démarrage. Jean-Yves à travers son téléphone, mais la qualité va être correcte et on fera en sorte que vous nous entendiez bien et qu'il n'y ait pas de problème audio. Bonjour, donc moi je suis Sonia Rive, la fondatrice de l'annuaire QVT et dans le cadre justement de l'annuaire QVT, de mes activités autour de tout ça, je lance des séries de webinars. Souvent on est sur des webinars à peu près toutes les 2 semaines. Aujourd'hui on va traiter le sujet de l'apprenance, un levier de performance durable pour l'entreprise, avec à mes côtés Stéphane Diebold, Jean-Yves Bouillet et Elodie Bellassé qui est avec moi et qui se chargera aujourd'hui de toute la modération du chat. Donc, si vous êtes justement devant vos ordinateurs, là, vous avez une petite case chat sur le côté. N'hésitez pas à l'utiliser. Hop, je mets les petites règles du webinar en grand sur vos écrans. Donc, vous avez ce chat. Utilisez-le pour nous faire un petit coucou. N'hésitez pas à nous dire bonjour, nous dire d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Vos micros et vos vidéos sont coupés parce que justement en termes de connexion, c'est pas évident. Si tout le monde avait ses vidéos et micros d'ouvert, ça serait un petit peu compliqué. Donc, utilisez bien le chat. Elodie est là pour ça aussi, pour répondre et lire tout ce qui se passe sur le chat. Toutes les questions que vous posez au cours des échanges pendant ce webinaire, notez-les bien dans le chat parce qu'on y répondra. Promis, je vous ai laissé 10 voire 15 minutes à la fin du webinaire, qui sont compris dans l'heure, pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, allez-y, soyez dynamiques et actifs dans ce chat. Moi, je vais faire un petit bonjour aussi. Allez, je vais jouer le jeu. Et je vous marque que je suis actuellement à la maison du côté de Oloron-Sainte-Marie. Hop, donc si c'est OK pour vous et qu'on peut lancer le chat, je vais lancer le webinaire. On va replonger complètement dans le sujet et découvrir nos intervenants du jour. OK pour vous? Merci. Donc, notre sujet, l'apprenance, un levier de performance durable pour l'entreprise. Je vous explique un petit peu pourquoi j'ai choisi aussi ce sujet et ces intervenants. C'est que j'ai connu Stéphane Diebold justement sur un salon Solutions RH il y a quelques mois à Paris et j'ai eu la chance de me faire interroger lors d'un podcast pour Radio Format qu'il a animé avec brio. Merci Stéphane d'ailleurs pour cette invitation. Et j'avais vraiment beaucoup envie de lui faire passer de l'autre côté et l'interroger également. Et par ailleurs, j'ai aussi rencontré une personne très inspirante, Jean-Yves Bouillet, qui est directeur de botanique et qui a écrit un super livre qui s'appelle La méditation de pleine conscience, reparler. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire avec ces deux profils. Comment on va matcher tout ça? Et hop, d'un coup, j'ai eu ce sujet sur l'apprenance qui m'est venu et je me suis dit, c'est ça, c'est vraiment ce sujet qu'on va devoir traiter ensemble. Et je suis sûre qu'on va profiter d'échanges vraiment très qualitatifs ensemble aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos deux intervenants, Jean-Yves Bouillet et Stéphane Diebold, pour se présenter eux-mêmes. Alors là, je vous laisse le choix, messieurs. À vous de choisir qui souhaite prendre la parole en premier. Jean-Yves. Allez, c'est parti pour Jean-Yves. Je crois qu'il a été nommé d'office. Bonjour à tous. En tous les cas, merci pour cette invitation, pour ce webinaire qui est très intéressant. Effectivement, développer une culture d'appartenance, ça nécessite de changer de pratique de management des hommes et à la fois des organisations au travail pour valoriser le potentiel humain, libérer les capacités créatives, ouvrir aussi les possibilités de développement et à la fois tout au long de notre vie, on peut apprendre. En commerce, puisque je suis directeur de magasin, la symétrie des attentions doit permettre d'améliorer à la fois l'expérience client et aussi améliorer l'expérience collaborateur. Nous devons, nous, en tant que managers,
être attentif à la fois au client interne, qui est le collaborateur, et externe, effectivement, avec les clients. Mieux comprendre les interactions des uns et des autres. Je me suis intéressé au développement personnel et notamment à la pleine conscience pour comprendre en fait les ressorts, qu'est-ce qui jouait au niveau de l'humain et au niveau de l'apprenant justement, si on veut faire un lien. Et l'un des objectifs pour moi, ça a été de mieux vivre en tous les cas le management, développer mon attention, une forte introspection en profondeur pour mon bien-être et pour pouvoir développer en tous les cas un management qui soit plus à l'écoute des sens. Faire vivre les piliers de l'apprenance plus efficacement par la motivation des apprenants, la proposition de méthodes d'auto-formation et aussi un environnement qui permette de mettre les employés en situation d'apprendre. Les notions de confiance, en fait, droit à l'erreur, valorisation, prise d'initiative, effectivement, sont valorisées et développées dans une organisation apprenante et dont le manager est le chef d'orchestre. Et pour ça, le lien, c'est que la pleine conscience peut nous aider, et je pense effectivement qu'on aura l'occasion de pouvoir effectivement comprendre les liens qui peuvent lier la pleine conscience et l'apprenance. Et pour finir, j'ai écrit un livre, effectivement, comme tu as dit, Sonia, sur la pleine conscience, parce que c'est riche, effectivement, en prise de recul pour apprendre aussi à mieux se connaître et aussi mieux manager. Voilà. Merci Jean-Yves. Donc on le rappelle, Jean-Yves, vous êtes directeur d'un magasin botanique dans le Rhône, à Francheville, si je ne dis pas de bêtises. Et vous pratiquez la méditation et la pleine conscience depuis une bonne grosse poignée d'années maintenant, c'est ça ? Exactement, je me suis intéressé à la pratique il y a une 6aine d'années, effectivement, suite aux aléas de la vie, et d'abord en commençant à lire, tout simplement, et en s'intéressant pour en avoir entendu parler, et tout de suite j'ai adhéré. J'ai adhéré avec curiosité, parce que ce sont les maîtres mots quand on commence au niveau de la méditation. On peut être sceptique, mais il faut être curieux, il faut avoir l'esprit curieux et il faut aller rechercher effectivement l'information. Et j'ai senti assez rapidement des effets favorables et assez rapides de la pleine conscience sur mon bien-être en tous les cas. Très bien. Et donc, on approfondira un petit peu dans nos échanges ensuite, justement, comment vous appliquez la pleine conscience au sein de vos équipes, comment dans votre quotidien aussi ça vous aide et en quoi, justement, cette pratique est une pratique apprenante. J'ai hâte d'aller plus loin dans les échanges. On va laisser la parole à Stéphane. Merci Stéphane d'être avec nous aujourd'hui. Je te laisse la parole pour te présenter un petit peu justement et comprendre un petit peu le contexte et ton champ d'action. Alors, merci Sonia d'abord pour l'invitation. Donc, c'est un vrai bonheur de découvrir des gens que je ne connais pas. Donc, j'ai ce goût de la découverte. Donc, ça, c'est un premier élément. Je suis président de l'AFEN. L'AFEN, c'est l'association des responsables de formation. On est un peu plus de 10 000, principalement en France, mais aussi en francophonie, où on fait de très, très belles choses dans des contrées qui parlent français. Donc, ça nous permet d'expérimenter. Je suis un agitateur d'idées. J'essaie de montrer un peu vers quelles sont les tendances à 2, 3 ans, à 10 ans, et chaque fois de ramener ça dans de la réalité. C'est pour ça que Jean-Yves, je trouve ça particulièrement intéressant déjà de travailler sur le management, parce que je suis à la base expert du management, et surtout le retail, c'est un sujet qui me passionne, et le développement personnel aussi. Donc, je pense qu'on va avoir des regards croisés intéressants. Là, ce que moi, je peux apporter comme retour, c'est le fait de réfléchir sur les tendances longues, c'est-à-dire essayer de faire de la macro pour se dire comment est-ce qu'on peut manager collectivement, alors que peut-être Jean-Yves aura un regard plus micro, comment est-ce qu'on fait concrètement. Et donc, les deux doivent forcément s'entendre pour créer un écosystème. Merci Stéphane. Et en plus justement d'être président de l'association AFEN, tu as des responsabilités en tant que
directeur éditorial de la radio Format Radio, spécialisé pour responsables de formation. Donc, j'encourage aussi les participants à s'intéresser à ce contenu de très haute qualité, justement. Merci. Merci beaucoup. On va rentrer tout de suite donc dans le vif du sujet, même si on a bien commencé à parler des notions. Mais je vais me tourner tout de suite vers Stéphane avec ce regard justement macro dont tu parlais. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu déjà ce que c'est cette notion d'apprenance? Est-ce que tu peux justement partager aux participants ta vision de l'apprenance? Alors, il vaut mieux que je réponde oui, ça permettrait de gagner du temps dans le débat. Ou alors, je ne sais pas, et puis je pourrais aussi aller chercher en te posant quelques questions. Bon, bah alors là, maintenant, je suis embêté. Non, en fait, l'apprenance, c'est un mot que Philippe Carré a utilisé, je crois, en 2005, quand il a écrit un ouvrage dessus. C'est un mot nouveau qu'on pourrait traduire aujourd'hui par écosystème. En fait, ça nous permet de réfléchir différemment sur la sociologie de la formation. C'est-à-dire à la fois, qu'est-ce qu'on transmet, développement personnel, quels sont les standards, etc. Et comment tout ça s'organise en la matière. Et je trouve que si on devait résumer l'apprenance aujourd'hui, 20e siècle, c'est le siècle des experts. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là des gens qui disent « je sais ce qu'il faut apprendre, je sais comment est-ce qu'on apprend ». Donc ça, c'est le 20e siècle. 21e siècle, c'est le siècle des individus et des personnes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on bascule du monde des experts qui dit « je sais » et on redonne la main aux individus, ce qui ouvre voie par exemple au développement personnel, mais qui pose énormément de questions, c'est comment gérer du collectif par l'individu. Et ce basculement, on le traduit aujourd'hui par exemple, la notion de marketing de la formation, c'est-à-dire comment je donne à des individus l'envie d'adhérer à des formations. Alors qu'avant, avec une ligne hiérarchique un peu forte, on disait c'est obligatoire, tu apprends, tu fais ton travail, tu rentres dans la boîte. Aujourd'hui, comme on libère la personne pour plein de raisons qu'on pourrait aborder, dans ces cas-là, on est obligé d'avoir une autre gouvernance, comme on dit, de la formation. Et c'est passionnant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes règles, il y a des pratiques qui sont différentes. Le seul élément, c'est qu'il faut à plusieurs, on parle d'intelligence collective, à plusieurs, il faut réaborder le sujet. On peut noter d'ailleurs que le livre de Philippe Carré est sorti en même temps qu'un livre sur les foules intelligentes. Ça montre bien qu'on bascule du XXe siècle au XXIe siècle, et c'est toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sont des questions de transition. D'accord, merci Stéphane. Et justement, est-ce qu'on peut qualifier ça vraiment comme une nouvelle forme de formation ou la formation en devenir, une transformation de la formation? Alors oui, tout est bon, parce qu'une formation, c'est quoi? C'est pas un apprentissage. Un apprentissage, c'est naturel. On n'a pas besoin d'apprendre à apprendre, on sait le faire. C'est-à-dire quand on est, notre cerveau est fait pour apprendre, on n'apprend plus quand on meurt. Donc là, il n'y a pas besoin d'apprentissage. Le seul élément, c'est l'apprentissage social. C'est-à-dire quand la société dit, voilà ce qu'il faut apprendre, voilà comment est-ce qu'on apprend. Et dans ces cas-là, la morale de la formation, c'est-à-dire ce qui est bien à apprendre et pas bien, c'est ce que la société définit. Et aujourd'hui, ce qui est un changement, c'est que la société change son paradigme. C'est-à-dire elle change ce qu'il faut apprendre. Aujourd'hui, par exemple, ce qui pose plein de questions hyper intéressantes qu'on va aborder, on parle des soft skills, ce qui réinterroge fortement le modèle, c'est parce que la société dit il faut des soft skills. Est-ce qu'il en faut vraiment? À creuser. Qu'est-ce qu'on met derrière les mots à creuser? Aujourd'hui, la société n'a pas fait des standards. C'est-à-dire qu'une formation, par définition, c'est un standard, à la différence de l'apprentissage où c'est naturel. Donc, on apprend de façon formelle, informelle, conscient, inconscient. Tandis que quand le social ou le sociétal choisit une forme de formation, dans ces cas-là, il faut le définir. Et c'est la société qui s'y colle. Ce qui explique, par exemple, qu'en France, on a une façon de penser le management. En Allemagne, on en a une autre. En Chine, encore plus éloignée. Chaque culture, chaque société a sa façon de penser. Et ça, c'est le rôle de la formation, que de reproduire des standards en disant que c'est le nôtre. Donc, on s'y retrouve en principe plutôt bien. D'accord, merci pour cet éclairage Stéphane. Et justement, je vais me tourner vers Jean-Yves qui a sa vidéo qui s'est un petit peu baissée. On ne vous voit pas très bien à l'écran. C'est bon là. Et j'aimerais justement savoir comment on peut l'illustrer. Super, là c'est un peu plus cadré. J'imagine que ce que vient d'illustrer Stéphane dans sa définition de l'apprenance et de la différence entre apprendre et se former, c'est quelque chose qu'on peut illustrer au sein
de vos équipes sur le terrain. Comment, à un niveau micro, justement, cette notion peut-elle être vécue? J'aime bien, pour reprendre les mots de Stéphane, quand il a dit effectivement l'écosystème et le regard micro. C'est intéressant parce que effectivement, j'ai l'expérience terrain en tant que manager depuis 25 ans, effectivement, et j'ai vu l'évolution quand j'ai commencé ma carrière en tant que manager. Aujourd'hui, on gère plus l'humain de la même manière. On n'est plus dans les mêmes paradigmes de management, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, on est passé effectivement d'un monde d'experts, comme disait Stéphane, à je sais, le sachant, le manager, à effectivement où maintenant on se ressent plus sur l'individu et on veut qu'il s'exprime. Et pour ça, on parlera tout à l'heure des techniques, des moyens qu'on peut utiliser. Mais les bénéfices que l'entreprise peut tirer effectivement par rapport à l'apprenance, ils sont formidables. Déjà, il y a l'enjeu sur l'employabilité, l'empowerment. Alors, c'est quoi? C'est le développement du pouvoir d'agir, c'est-à-dire que ça va favoriser fortement l'engagement autour d'un projet qui est commun, un projet d'entreprise, ça peut être un micro-projet. Pour le collaborateur, c'est quoi? C'est davantage d'autonomie, à la fois de la prise d'initiative. C'est plus de responsabilisation. Pour lui, pour le collaborateur, ça sera une source d'épanouissement importante au travail, un sentiment justement d'appartenance. Ça favorise, c'est un contexte, un terreau, en tous les cas, qui active des ressources comportementales qui sont essentielles. On sent aussi un engagement qui est bien plus fort. Des parties prenantes, il y a davantage de spontanéité, l'émergence d'une culture de confiance aussi, parce qu'on cherche à développer les potentiels des fois qui sont cachés, les collaborateurs ont des ressources. C'est à nous aussi, managers, de pouvoir aller les chercher et faire en sorte que elles soient mises en exergue par le collaborateur. Ça nourrit aussi l'innovation et la croissance dans l'organisation. C'est une nouvelle approche, en tous les cas, sur les compétences personnelles. Alors, il faut être acteur. On est acteur autonome donc de sa propre transformation et des organisations. Les collaborateurs, on a remarqué effectivement, avec l'apprenance, s'adaptent plus facilement au changement, et Dieu sait que c'est important, effectivement, la résistance des fois par rapport à des choses qui sont mises en place. Donc, c'est nécessaire, effectivement, au succès de l'entreprise. Il y a aussi, et c'est important, beaucoup moins de questionnements. On est plus clair. Et aussi, on se détache de nos préjugés. Et là, la pleine conscience pourra nous y aider, justement. Alors, les préjugés, par exemple, ah non, c'est pas mon rôle de prendre cette décision. J'ai toujours fait comme ça, effectivement. Il se dégage une certaine motivation, une envie d'apprendre. On veut sortir des routines habituelles en développant un champ d'expertise. On note aussi une proposition d'idées, souvent qui sont disruptives. Et on cherche en tous les cas et on est identifié comme une personne innovante pour l'entreprise. Donc on voit que effectivement tout ça fait que les principes traditionnels du management s'écroulent et parce qu'on propose un cadre de travail plus propice aussi et pour que le collaborateur puisse davantage s'exprimer et s'épanouir. Alors c'est assez résumé. Si je devais mettre 2-3 mots autour de ça, c'est développer la motivation, donner du sens, entre guillemets développer l'entrepreneuriat, mais du collaborateur, c'est-à-dire qu'il est actif de son développement personnel, de son travail, il nourrit, il apporte une pierre à l'édifice, il construit, et ce sont des collaborateurs qui sont plus passionnés. Voilà, c'est les principaux bénéfices. On parlera tout à l'heure, je pense, des outils et comment on peut justement inscrire l'appartenance au niveau du management. Oui, d'accord, merci Jean-Yves. Ça me fait réagir parce que j'ai déjà entendu moi des managers dans des entreprises dire
Oui, mais ici, c'est pas. Si on leur donne trop de formation, un terreau justement fertile pour pouvoir s'élever et se développer, on a peur qu'ils s'en aillent, qu'ils partent. Est-ce que ça ne vous fait pas peur justement en tant que manager justement ou directeur de magasin Disons que d'investir dans de la formation et de les voir finalement partir? On le voit beaucoup sur certaines entreprises. Je pense moi à Decathlon, qui c'est la bonne école. Je connais plein de jeunes qui vont chez Decathlon, où on a Leroy Merlin aussi, qui est assez bon dans le retail là-dessus, qui sont les bonnes écoles, et ensuite les talents s'en vont. Alors, par rapport à ça, Sonia, j'ai une réponse très claire là-dessus. C'est que déjà en tant que manager, il faut, c'est très important de pouvoir faire grandir ses collaborateurs. Déjà, c'est une richesse personnelle en tous les cas de pouvoir apprendre et faire que nos collaborateurs grandissent et prennent du plaisir dans leur travail. On ne doit pas avoir peur de l'apprenance. Pourquoi? Parce que il y a toujours dans nos structures, en tous les cas, quelles que soient les entreprises où je suis passé, des possibilités d'évolution en interne. Et l'entretien individuel d'activités qui se fait annuellement ou périodiquement également, si on le fait au semestre ou au trimestre, permet aussi les acquis et pouvoir nourrir une perspective de carrière et faire en sorte que nos collaborateurs aient une vision. On en parlera tout à l'heure aussi de la vision. Et je pense que c'est important dans un projet d'entreprise pour justement cimenter le fait que les relations se passent bien entre les collaborateurs, le manager et l'entreprise dans sa globalité. Merci Jean-Yves. Je voyais Stéphane hocher de la tête. Oui, absolument. Je trouve qu'à la fois, si on met les pieds un peu dans le plat, c'est vrai que Jean-Yves a complètement raison sur l'idée de motivation, d'implication, etc. Depuis le siècle dernier, ça n'a pas bougé, quoi. Elton Mayo là, est de suite critiqué avec Taylor en disant il faut motiver, c'est mieux. Dans nos cultures judo-chrétiennes, on est tous d'accord. Donc, le vrai problème, c'est pas tellement ça, c'est comment est-ce qu'on en fait une performance. Et donc, comment est-ce qu'on socialise ces individus? L'entreprise, c'est pas venez comme vous êtes. Je prends cet exemple qui parlera à certains, surtout aux jeunes. Donc, l'entreprise, c'est une aventure collective. Et donc, ce qui manque dans ce qui est donné, c'est comment est-ce qu'on agrège, et ça, c'est tout l'intérêt du management aujourd'hui, c'est de pas, premièrement, pas laisser les managers tout seuls. Parce que quand on dit il faut motiver les gens, mais quand il n'y a pas d'espace, comme disait Jean-Yves, en disant il y a une perspective, il y a du sens donné, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de perspective. Donc, ça veut dire comment le manager fait avec ses équipes. Et quand en plus on est dans un métier comme le retail ou un métier où en tension, quand on a quelqu'un, c'est bien, on sait qu'il n'y a personne derrière. Donc, on a intérêt à le garder. Donc, il y a un rapport de force qui est en train de bouger de plus en plus fortement, la guerre des talents. Donc, ça veut dire que les entreprises ont un devoir de socialiser ce travail-là, c'est-à-dire d'érotiser à la fois la formation, mais aussi la perspective, les emplois, c'est-à-dire donner de la perspective. Et donc, il faut travailler ce marketing social, comme on dit, de façon à faire rêver les gens. Et si l'entreprise ne fait pas ça, ça veut dire qu'elle ne fait pas son travail. Et forcément, les meilleurs vont s'en aller parce qu'ils joueront ça deviendra des mercenaires. Et ils auront raison parce que le rapport de force s'est inversé. Et l'apprenance, et donc le fait de les former, concourt à cette démarche-là, à condition de réinventer les formations qui soient des formations dynamiques, intéressantes, des aventures à vivre. Et là, la pleine conscience peut participer à ça. Simplement, les formations doivent être aujourd'hui émotionnelles. C'est la grande, grande nouveauté de la formation dans le 21e siècle. Le 20e siècle, c'est la raison. Le 21e siècle, c'est l'émotion. Et aujourd'hui, il faut créer quelque chose qui n'existe pas dans les standards. Donc, il y a plein d'artisans qui font de très belles choses. Et simplement, il faut collaborer, faire de l'intelligence collective, comme on dit, pour picorer, voir un peu, et puis après, les ramener dans une entreprise en disant quel spectacle de formation on fait en interne. Ouais, super, merci Stéphane. Et je ramène un petit peu ça justement, ces 3 lettres RSE, où finalement l'entreprise est inscrite dans un écosystème sociétal et que en tant que manager, en tant que direction d'entreprise, en tant que responsable de formation, on a aussi un impact à jouer à un niveau sociétal et on ne pense pas seulement entre notre propre entreprise et notre propre performance avec des œillères, mais on pense global. Et c'est vrai que là, on est sur toute cette logique de RSE dont sont très friands finalement les salariés, les collaborateurs et tous les acteurs de l'entreprise. Très bien. Et du coup, Stéphane, comment se positionnent un peu les responsables de formation dans ce développement de nouvelles compétences ?
Ben, comme tout le monde, ils sont perdus. Voilà, donc ils font avec ce qu'ils ont. Hein, voilà. Donc ça veut dire il y a ceux qui sortent jamais parce que c'est des cultures où justement les responsables de formation ne sortent pas de leur entreprise. Ouais. Ben, il leur reste Internet. Voilà, il leur reste à venir sur des podcasts comme le vôtre, comme celui qu'on analyse ici quand on partage des idées. Donc ça, c'est important. La réalité, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'il y a tellement de choses qui s'en sortent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez la mode sur les podcasts, puisque Format Radio a été en 2018, on a lancé ça, donc on était numéro 1 de la formation professionnelle. Donc ça veut dire effectivement aujourd'hui le métaverse. Demain, on a le snack content, on a les communautés apprenantes, on a tellement de supports que le responsable de formation doit être tech, doit être pédagogique en disant il y a de toutes nouvelles façons de former. On peut penser au learner generating content, c'est-à-dire que ce sont les apprenants eux-mêmes qui apportent des contenus. Et dans ces cas-là, il faut que l'animateur ait une pédagogie agile, c'est-à-dire qu'on lui donne des trucs, il ne sait pas ce qu'on lui propose, et lui, il va tisser ça pour obtenir les objectifs pédagogiques, parce qu'il garde une formation à des objectifs pédagogiques prédéfinis. Et donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle façon de faire qui fait qu'on revient dans l'artisanat, au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il faut des artistes, des gens qui ont le sens de l'équilibre, et puis après, des gens qui utilisent les arts, donc les outils qui sont à leur disposition, pour voir comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut être performant. Ouais. Et du coup, le responsable de formation lui-même, il doit être, son métier est complètement transformé. Oui. Il doit être lui-même, il doit lui-même réfléchir à un nouveau positionnement. Est-ce que justement l'apprenance pour les responsables de formation peut être l'apprenance et la pratique, là je parle de méditation, mais la pratique de la pratique méditation pleine conscience peut aider justement les responsables de formation et tous les acteurs d'entreprise. Jean-Yves Bouillet, en quoi justement la méditation peut être une pratique intéressante pour ces acteurs? Alors oui, merci. Je vais très rapidement, parce que la pleine conscience, ça va être un sujet sur lequel je pourrais me développer, alors je vais essayer de synthétiser, mais juste répondre à une chose, c'est comment s'inscrit l'apprenance pour un manager. Je pense qu'il est important de développer une vision partagée pour un projet, c'est-à-dire savoir relier les individus ensemble. Chaque partie prenante connaît et accepte effectivement la vision. C'est donner les moyens pour y arriver et aussi s'en assurer. Le manager, il a aussi une responsabilité. Les rôles de chacun sont définis et chacun à son échelle peut justement agir pour la transformation de les organisations et d'entreprises. Et je l'ai entendu tout à l'heure, c'est favoriser la réflexion collective et ça, c'est hyper important. C'est par l'expression libre dans les groupes, c'est révéler les pensées, ce qui n'aurait en fait pu l'être de manière individuelle. C'est voir les problèmes dans leur ensemble, alimenter la pensée systémique, j'aime beaucoup ce terme-là, et voir aussi les interactions qui sont possibles entre le manager et le managé. C'est aussi manager le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est un outil pour le manager qui est hyper important, ça favorise justement la créativité, ça met l'équipe, en tous les cas, le collaborateur en route vers l'innovation et plus d'autonomie. Une perspective et une opportunité d'apprentissage qui se fait effectivement tout au long de sa carrière. C'est aussi moins de pression dans son travail. Et tout ça, c'est important. C'est reconnaître la valeur créée par chacun, à la fois de manière quantitative, mais aussi qualitative. Quelles sont les nouvelles compétences que le collaborateur a développées? Alors, je vais maintenant parler de la pleine conscience et en quoi effectivement la pleine conscience peut nous aider par rapport à l'apprenance. Faut savoir que la pleine conscience, effectivement, c'est une innovation managériale qui va permettre de développer des qualités qui sont importantes, comme la motivation, comme l'engagement, comme la créativité, la prise d'initiative, l'autonomie, la capacité aussi de s'adapter au changement. Et c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées justement à la pleine conscience, Google, Apple, pour me citer, parce que je fais partie d'un groupe qui s'est aussi intéressé dans ses formations botaniques à la pleine conscience. C'est d'autant plus incertain que le contexte, il est différent. Il bouge, les situations sont difficiles, on a besoin de réagir aujourd'hui plus vite, anticiper les choses de manière mieux caractérisée qu'il y a 10 ans. Le monde est très connecté, il y a de l'impatience, et donc la méditation est autant un besoin ressenti qu'une tendance et des bienfaits
dépasse aussi la sphère professionnelle et ça rejaillit sur l'individu. Ça va permettre d'améliorer le sommeil et avoir une meilleure satisfaction par rapport à l'existence. Et pour finir, on a des gains comportementaux. C'est une relation plus sereine avec soi-même, avec les autres. Ça va nous permettre d'augmenter la bienveillance, avoir l'esprit allégé, avoir une vision claire, une capacité cognitive, pouvoir prendre des décisions, j'en parlais tout à l'heure avec le collaborateur, qui sont plus adéquates. Ça va réduire aussi la communication impulsive. Ça va renforcer considérablement l'empathie et ça va réguler l'affect. Tout à l'heure, Stéphane disait qu'effectivement, la dimension émotionnelle. Et bien, je pense que autour justement de la pleine conscience, en se ressentant sur soi et avec une prise de recul par rapport à des situations qui se passent devant nous, bah, ça va nous permettre justement d'avoir la réaction à l'action ou aux décisions que l'on pourra prendre à un moment donné. Merci Jean-Yves, ça me fait rebondir justement sur le fait que l'apprenant, enfin le tout acteur peut être aussi acteur de son propre apprentissage. Stéphane, on parlait des responsables de formation vraiment et leur difficulté justement à y voir très clair et à s'adapter à à cette transformation de leur métier. Mais est-ce que individuellement, chaque salarié, chaque manager, chaque responsable de formation peut être acteur de son propre apprentissage? C'est l'utopie contemporaine. Bon, ouais. Donc, ça c'est vrai parce que tout le monde le dit, donc c'est pas faux. La difficulté, c'est pas tellement, enfin, d'où je regarde, c'est pas tellement ça. C'est le fait de se dire que c'est vrai que l'individu, il vaut mieux qu'il soit épanoui, heureux, etc. Mais c'est pas notre propos, me semble-t-il. Notre propos, c'est la formation, l'apprenance en entreprise. Et la vocation de l'entreprise, c'est de performer. Alors, dans le bien-être de chacun, dans ce qu'on appelle la morale, qui évolue selon les périodes. Je prends un exemple tout simple. On est tous d'accord, scientifiquement, c'est démontré que des salles de sommeil, payer des gens à dormir pendant un quart d'heure, des micro-siestes, etc., ça augmente l'efficacité, la concentration, la bienveillance, tout ça. On est tous d'accord là-dessus. Toutes les analyses scientifiques le montrent. Donc, il n'y a aucun doute. Pourquoi on ne le fait pas dans les entreprises? Parce que derrière, ce n'est pas le problème. Donc, scientifiquement, c'est démontré. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui manque? C'est que les gens disent « je ne vais pas payer des gens à dormir ». Et donc, c'est un problème culturel. Et donc, c'est ça la difficulté. Le vrai problème, ce n'est pas est-ce qu'on est d'accord pour que tout le monde soit heureux au fond de son cœur. Ok, il y a plein de questions à poser. Et la pleine conscience, je suis adepte de ça depuis plus de 10 ans. Donc, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Le seul élément, c'est que socialement, comment est-ce qu'on organise ça? Et ce qui manque comme maillon, ce n'est pas le fait de répéter l'individu, c'est le social. Et comment est-ce qu'on arrive à organiser ça quand on a des lignes hiérarchiques qui ne sont pas formées à ça? Donc, est-ce qu'il faut les former déjà à la pleine conscience, mais aussi à socialiser, à accueillir ce qu'on nous donne? Quand on libère la parole, le problème, c'est que la parole est libérée. Les gens disent ce qu'ils ont à dire. Et moi, qu'est-ce que je leur propose? J'en sais rien. Et pourtant, je suis chef de département. Et c'est ce travail social qui est intéressant. Et c'est ce qu'on appelle l'entreprise apprenante. Alors, il y a l'intelligence collective, il y a plein de façons de le penser, tout est bon. Je vous invite d'ailleurs à voir Sol France avec Éric Mellet, qui est une association très intéressante, très dynamique sur les apprentissages, passionnant. C'est ça, la vraie question dans les entreprises, c'est comment est-ce qu'avec les individus, comme on les voit aujourd'hui, ok, je n'approfondis pas, comment est-ce qu'on fait du collectif où les gens soient heureux? Et l'élément, c'est d'abord, effectivement, de leur laisser plus de place, ce que dit Jean-Yves, c'est très juste, à condition que les managers soient préparés à ça. Et donc, il y a un gros travail sur le management parce qu'ils ne sont pas du tout préparés à ça, ce n'est pas la culture des boîtes. Et deuxième élément, c'est à condition de leur raconter une histoire. Donc, quelle histoire les fait vraiment vibrer? Parce que l'homme est individuellement un animal social. Sans histoire, l'homme devient triste à mourir. Et puis, l'homme doit se nourrir justement et rester dans doit se nourrir. L'entreprise doit être capable aussi de les nourrir, de leur faire apprendre quelque chose. Quand on fait quelque chose qui est passionnant et que les gens se disent c'est génial, c'est génial fait qu'ils adhèrent. Et dans ces cas, ils viennent. Quand on leur dit on fait notre boulot comme d'hab, ils n'adhèrent pas parce que c'est nul.
Je comprends. Merci Stéphane. Je vois qu'on a Jean-Yves qui s'est déconnecté, qui a dû avoir un petit problème technique. Merci J'espère que ce n'est Élodie. pas mes propos. Il a fui. Il a Non, fui. j'ose l'imaginer. Non. Non, on va demander à Élodie d'éventuellement le récupérer par haut-parleur, par téléphone. Merci Élodie pour ça. Et dans ce cas-là, je vais continuer à Stéphane avec quelques questions passionnantes sur la prononce. Et je parlerai un peu de la pleine conscience. À la limite, on peut aborder ce sujet. Oui, tout à fait. On peut, mais on va essayer de voir si Jean-Yves réussit à se reconnecter. Mais en tout cas, alors je l'ai en ligne avec moi effectivement. D'accord. Je ne sais pas si Jean-Yves, tu entends tout le monde? Et si tout le monde s'entend. C'est parfait, merci. Est-ce que vous entendez par contre vous tous? Oui, on entend. Oui. On va faire au mieux. On est navré pour ces petits soucis techniques auprès de tous les participants, mais c'est les joies du direct et on apprend de ça aussi. Jean-Yves, du coup, j'ai posé ma question via audio. Comment peut-on être acteur de sa propre formation justement continue? Est-ce que vous aurez des techniques justement très pratico-pratiques à partager aux participants? Bien sûr. Donc, moi, j'aime beaucoup le mot comment être acteur, parce que acteur, effectivement, ça veut dire qu'on intervient et on n'est pas spectateur. Alors déjà, je vois deux dimensions par rapport à ça. C'est la dimension intrinsèque, c'est-à-dire le collaborateur, et ensuite la dimension managériale. Alors, pour le collaborateur, c'est vouloir prendre des responsabilités, effectivement, de devenir créateur. Ce que l'on vit est en fait le résultat de nos pensées, de nos paroles, de nos actes d'hier, par exemple. Alors, il n'y a pas de recette, j'ai des humbles conseils en tous les cas. C'est essayer de sortir des fois des plaintes, des constats et des situations d'échec qui peuvent entraîner de l'amertume et qui bloquent la progression et qui nous empêchent de nous élever au statut de spectateur. Et la pleine conscience, comme je disais tout à l'heure, mais on était coupé, peut nous aider en tous les cas. Ça va engager une réflexion. Parfois, on peut se dire où nous nous sentons bien soi-même. Alors pour ça, il y a un petit moyen que je peux donner, c'est la checklist de la vie actuelle. Est-ce que j'ai choisi une formation? Est-ce que le travail que je fais me plaît? Est-ce que je suis épanoui? Tout simplement répondre à ces petites questions permettra d'y voir plus clair. Ensuite, c'est reprendre confiance, ne pas avoir peur d'exprimer ses opinions, s'ouvrir au développement personnel et se définir en tous les cas des objectifs qui soient simples et concrets. Se détacher aussi parfois du regard des autres, c'est croire en soi. Se sortir des données de base, par exemple nos croyances. Et tout à l'heure, Stéphane le disait, vivre nos rêves, mais aussi il faut qu'ils soient alimentés, nos rêves, par le manager. Et ça, cette symétrie des intentions, elle est importante. Et chacun a une posture apprenante qui est différente selon son vécu, son passé. En tous les cas, il faut considérer la formation comme un engagement en vue d'une construction qui soit nouvelle, avec une recherche de sens, envisager la créativité potentielle d'une manière positive par rapport à l'emploi. Du côté managérial, c'est privilégier le partage du savoir et la collaboration au lieu d'un manager sachant. Et là, effectivement, on cherche à positionner le salarié en position d'acteur véritable et on va essayer de l'intéresser et le toucher, et Stéphane l'a dit tout à l'heure, au niveau des émotions. Et c'est là important, et c'est vraiment très très important, c'est créer ce terreau fertile au bien-être, à l'élan, à la positivité. Chacun peut devenir un acteur réel de sa formation et l'augmentation de ses compétences. Le manager, il a un outil. Il a un outil qui est hyper important, c'est le feedback et le feed-forward. Alors le feedback, ça permet d'augmenter la motivation, ça permet de donner plus d'engagement. Ça augmente la communication, la fluidité dans les échanges. Vous activez pas mal de sentiments, de l'appartenance, de la compétence, de l'autonomie.
Et c'est bon de faire et de s'entraîner à faire des feedbacks qui soient positifs. En fait, c'est une description rétroactive et positive du comportement et de la performance. Et le collaborateur va y voir un acte de reconnaissance. Il va se dire, bah tiens, on s'intéresse à moi, on m'éclaire dans mon résultat, dans mon travail, et quelque part, il voit en lui une compétence qu'il avait, mais qui était cachée, qu'on lui avait jamais exprimée. Donc, c'est hyper important de pouvoir, en tant que manager, toujours pouvoir faire un retour à ses collaborateurs. Et ça caractérise une apprenance terrain qui est essentielle, parce que au-delà de la formation, c'est quelque chose qui va élever le collaborateur et lui permettre justement de s'enrichir dans son travail au quotidien. Le feed-forward, en 2 mots, c'est aller un petit peu plus loin. C'est donner un retour sur le comportement de chacun, mais cette fois qui est dirigé vers l'avenir. C'est-à-dire le développement, en disant tout simplement une phrase qui va être simple par rapport à un travail qui a été réalisé, la reconnaissance qu'on va avoir à un collaborateur, c'est je te suggère tout simplement la prochaine fois que tu fasses de cette manière. C'est une invitation. Je te propose que tu t'exprimes par exemple différemment sur un sujet. Mais il faut toujours que ce soit présenté de manière positive. On ne demande pas d'arrêter de faire les choses, on demande simplement, effectivement, d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à une suggestion qui est mise, toujours pour faire grandir le collaborateur. Donc, ce sont 2 exemples qui sont hyper importants et qu'on utilise très souvent, nous, en tous les cas, dans nos pratiques managériales, et qui ont des résultats, en tous les cas, qui montrent vraiment des résultats. Et puis aussi, je terminerai par une citation toute simple, celui qui sait écouter deviendra celui qu'on écoute. Voilà. Merci. Merci. C'était très clair en plus. On a bien entendu au niveau de l'audio. Donc merci Jean-Yves, c'est très inspirant. Et ce qui me fait moi m'interroger justement, et là je me dis c'est génial, on voit les paroles de Jean-Yves qui est directeur d'un magasin dans le retail, c'est génial de pouvoir entendre ça. Moi je me réjouis et je suis en joie de savoir qu'il y a ces types de pratiques managériales aujourd'hui dans le retail et dans d'autres entreprises. Mais on est ici sur, j'ai l'impression, une petite partie des entreprises qui ont pris cette conscience-là et qui ont pris ce virage très, j'appellerais ça, humain finalement, avec la prise en considération des émotions dans le management. Il y a quand même encore un sacré morceau d'entreprises françaises qui n'ont pas pris cette tendance-là. Comment faire justement pour qu'elles se transforment, ces organisations, parce que le tissu économique français est quand même assez épais et toutes n'ont pas pris ce virage très, très humain. Stéphane, est-ce que tu t'aurais un mot à nous dire justement là-dessus? Est-ce que tu sais justement en termes de quantité, combien d'entreprises, en termes de volume en France, combien d'entreprises sont dans cette tendance ou non, et comment justement faire en sorte que ces entreprises s'engagent un peu plus dans un management humain et apprenant? Alors, non, il n'y a pas d'étude parce que ça n'a pas de sens. Il faut redéfinir les mots. Un management humain, déjà, c'est quelque chose qui est très énigmatique pour moi. Oui. Un management est par définition humaine. Donc, c'est quand on manage des gens, quelle que soit la définition de l'homme. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle idéologie qui émerge. C'est un nouvel homme qui apparaît. Donc, tout est bon, il n'y a pas de gêne. Donc, ça veut dire qu'on est dans le domaine de l'idéologie, mais comme chaque siècle a son idéologie. Donc, il y a une nouvelle idéologie qui émerge et on va avoir 10 ans pendant lesquels on va constituer ce qu'on appelle notre nouvelle humanité. Donc tout est bien, donc donnons-nous du temps. Quand on revient à l'entreprise, ce qui est très juste, c'est que, alors, 2 éléments. Quand on se met du point de vue de l'entreprise, comment est-ce qu'on fait? En un mot, maker, voilà. Faire en sorte que les gens soient des makers. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ce n'est pas l'individu qui va être maker, c'est l'entreprise qui va lui dire « fais-le ». Comme disait juste fais-le, comme disait la publicité mal traduite, traduction Google, juste fais-le. Et ça, c'est important. Ça veut dire que les managers vont dire « moi, j'ai une idée, toi, tu ferais comment ?» Et je suis prêt à écouter, comme disait Jean-Yves, je suis prêt à écouter les gens, je suis prêt à leur laisser de la place et à accueillir ça avec bienveillance. Et donc, ce travail-là nécessite de dire « fais-le ». Ce que dans le numérique, on appelle le bac à sable. La chance du numérique, c'est qu'elle redéfinit beaucoup de choses. Donc, elle bouge les frontières, particulièrement dans le retail. Donc, ça veut dire que ça réinterroge les gens en disant « qu'est-ce que moi, je veux leur faire ?» Et donc, ça, c'est le travail de la société de créer ce nouveau standard. Sans standard, il n'y a pas de formation et ce n'est pas honnête de dire aux gens « prenez-vous en charge ».
trouve que c'est socialement une facilité qui est malhonnête. C'est-à-dire que les gens ne se prennent pas en charge, et ça me fait mon deuxième volet, ça me fait ma transition, c'est que grosso modo, les gens ne sont pas projectifs. Ça, c'est un truc du 19e siècle, 20e siècle. On imagine que les gens sont projectifs. C'est une imbécilité de gens qui ont fait des études. Quand on fait des études, on est formé à être projectif, donc à avoir des projets. Donc les gens n'ont pas de projet et c'est pour ça qu'ils sont très bien, ils sont très heureux. Le lâcher-prise, etc. Soyez opportunistes aujourd'hui. Ne soyez pas projectifs parce que vos projets, de toute façon, vont tomber à l'eau. Donc, vous allez devoir travailler votre intelligence émotionnelle pour être capable de lâcher prise à votre engagement initial. Donc, soyez opportunistes, mais ça veut dire que comment moi je fais pour être opportuniste. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les individus sont un peu largués parce qu'il n'y a pas les corps intermédiaires qui les accompagnent. Mais ça veut dire que l'entreprise, si elle joue bien son rôle, comme disait très bien Jean-Yves, c'est le fait de dire il faut recréer de l'émotion. L'individu est assez simple, il se fait des films tout le temps, ce que les neurosciences ont montré, et il a besoin de se faire des films ensemble. Donc, recréons un ensemble, recréons un projet qui tienne la route, et dans ces cas, les gens sont prêts à adhérer et nous suivre. Et si on fait ça, la magie du système, c'est qu'il faut bien sûr préparer les managers parce qu'ils ne sont pas naturellement faits sur une nouvelle culture, ils ont eu une promotion sur l'ancienne. Et deuxième élément, il faut aider à ce que les gens puissent, quand ils adhèrent, puissent suivre. Et les gens n'aiment pas tant que ça changer d'entreprise. Ils changent quand ils ne sont pas heureux. Et s'ils sont heureux, on a un taux de fidélisation qui, dans la guerre des talents, change beaucoup. Il n'y a pas d'argent qui compte. Proposez-leur, surtout sur les jeunes, sur les métiers en tension, les jeunes disent, si c'est pour faire des choses qui ne m'intéressent pas, je ne reste pas. Et ce travail-là, il faut l'écrire, ce qu'on appelle l'érotisation de la formation. Il faut écrire une formation, il faut écrire un projet d'entreprise, une raison d'être, comme on dit aujourd'hui. Et ça, les entreprises l'ont tout engagé. On ne va pas se mentir pour des mauvaises raisons, mais ça veut dire qu'ils l'ont engagé, ça veut dire qu'ils ont commencé à travailler et avec les partenaires sociaux qui ne sont pas toujours acteurs, mais certains le sont avec une vraie dynamique, alors à ce moment-là, il faut créer ces standards et créer cette aventure collective. Ouais. D'accord, donc on est vraiment sur un enjeu sociétal et je vois que l'espoir repose un petit peu aussi sur les jeunes générations qui sont peut-être aussi plus enclins. Les personnes anciennes peuvent rêver. Oui. Mais ils ont moins peut-être ce modèle de management un peu ce management apprenant, ce management qui est collectif, parce que ce n'était pas ancré dans les formations il y a 20 ans et que c'est un modèle assez nouveau. Mais c'est vrai que je suis souvent en relation avec des RH notamment qui me disent on a envie de faire plein de choses, on travaille justement sur de la formation réadaptée, mais par contre la direction ne bouge pas et tant que la direction n'a pas le déclic, on n'est pas dans ce mode de pensée là, on n'y arrivera pas et on fera rien du tout. C'est là un raisonnement 20e siècle. Voilà. J'attends que le chef dise, si moi je suis acteur, comme disait Jean-Yves, si moi je suis acteur en tant que responsable de formation, je sais que la direction n'en veut pas parce qu'elle a d'autres problèmes que s'occuper des ressources humaines. Donc moi, c'est mon problème, les ressources humaines, je dois être militant et donc je dois trouver les angles pour marketer mon idée de façon à ce qu'ils puissent l'entendre et à ce moment-là, je suis acteur de ce que je veux faire. Je suis porteur d'un projet et j'attends pas que le chef me dise, c'est bien, vas-y, on compte sur toi. J'apprécie justement cet engagement et dire allez-y, même si la direction n'a pas approuvé la chose, mais essayez, tentez, faites des choses et soyez des meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas inquiéter les gens qui nous écoutent en disant je vais faire mon boulot, et ils ont raison. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle du marketing, c'est d'être intelligent. C'est-à-dire, j'analyse la situation, mon chef n'aime pas ça, qu'est-ce qu'il aime? Et donc, avec ce qu'il aime, je construis un argumentaire qui correspond à ce qu'il peut entendre. C'est comme pour le marketing, on le fait pour des yaourts. Les gens spontanément n'aiment pas le yaourt spontanément. Donc, on a créé des outils, des argumentaires pour des yaourts. On est capable de faire pour des yaourts. On est capable, avec des gens qui réfléchissent, pour le faire sur des projets qui sont nobles. Merci Stéphane. Est-ce que Jean-Yves nous entend toujours ? Oui, je vous entends très bien, ça va. Alors, je vais vous poser une dernière question avant de laisser la parole aux participants. On se garde quand même quelques minutes pour pouvoir répondre aux questions. Je vais proposer à Jean-Yves et Stéphane de répondre à ma dernière question qui est l'ingrédient secret pour garantir un environnement apprenant. Donc là, en fait, derrière ma question se cache si nous devrions retenir
qu'un seul conseil à proposer à nos participants, qu'est-ce que ce serait pour garantir justement un environnement dans une entreprise apprenante, pour garantir un environnement apprenant dans une entreprise, excusez-moi. Qui se lance entre Jean-Yves et Stéphane? Un seul conseil, un seul ingrédient secret à garder? Jean-Yves, je me permets d'intervenir. Effectivement, c'est revenir effectivement sur cette notion de vision partagée et de pouvoir travailler ensemble et de relier les individus ensemble. Effectivement, chaque partie prenante doit être intégrée au projet effectivement le collaborateur doit être perçu comme étant une personne actrice de l'entreprise et tout le rôle de Cal Manager justement, c'est de trouver les ressorts qui va permettre de mettre en scène cette motivation et souder les piliers de l'apprentissage, mais qui sont ensuite qui peuvent passer aussi par le ressort de la pleine conscience avec l'attention, l'engagement actif et surtout aussi le retour sur erreur qui nous permet d'apprendre. Et puis aussi prenons le temps de travailler avec nos collaborateurs et donnons surtout une chance effectivement de pouvoir s'exprimer et avec cette confiance on ne sera pas déçu parce que ça va décupler en tous les cas leur capacité à la fois créative et cognitive. Voilà. Merci Jean-Yves. C'est un bel ingrédient ça alors. et Stéphane? Alors, moi, je tiens à dire que j'adhère à l'ingrédient magique de Jean-Yves, dans la mesure où c'est une façon de repenser les soft skills. Il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes et c'est un chantier qu'il faut ouvrir dans toutes les entreprises. Mais mon conseil, ma potion magique, ça serait penser extraordinaire et agissez ordinaire. Autrement dit, rêvez de ce que vous voulez militer, porter des projets qui sont fous, et après, revenez dans le quotidien et dire comment je fais concrètement. Donc, l'extraordinaire, la pensée, ça ne coûte rien. Penser petit, penser grand, c'est pareil, donc autant penser grand. Militer sur des choses qui vous font vibrer, vous, peut-être individuellement, en vous disant l'entreprise n'est pas prête. Et puis, une fois que je sais à peu près là où je veux l'amener dans ce que je crois être juste, et je laisse à chacun avec son éthique, après, je me dis comment est-ce que je fais avec les gens que j'ai de façon à faire une transition. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai une idée qu'on va transformer le monde, c'est parce que j'ai une idée que je vais faire étape par étape, en douceur, tranquillement, ce que le slow management, comme on dit. La méthode des petits pas. Exactement, mais avec une grande ambition. Ce qui permet justement d'avoir un cap et de pouvoir avancer petit à petit. D'accord. Merci Stéphane pour ce dernier petit conseil. Je vois qu'il est déjà l'heure qu'on passe aux questions de nos participants. Je vous remercie énormément Jean-Yves et Stéphane pour ces échanges. Toujours un peu frustrant d'arrêter en pleine lancée comme ça, mais c'est le format du webinaire qui veut ça. Donc, on est contraint de rester sur ce format d'exercice. Élodie, je vais te demander peut-être de nous relater quelques questions qui ont été posées dans le chat. Alors, je vois qu'on a Martine qui était très active dans le chat et on a d'autres participants qui peuvent poser des questions. Je te laisse, Élodie, prendre la parole là-dessus et redistribuer les questions à Stéphane et Jean. Je vais redistribuer un petit peu les questions. Donc, je vais donner les questions de Martine qui nous demande pourquoi ne pas remettre au cœur des organisations le gagnant-gagnant. Au cœur des organisations, c'est ça? Au cœur des organisations. Pourquoi ne pas remettre au cœur des organisations le gagnant-gagnant? Alors, moi, j'ai une réponse simple, c'est parce qu'on ne sait pas. Donc, les organisations ne savent pas où elles vont. C'est-à-dire, quand on parle de disruption, l'organisation doit se réadapter complètement en 2 ans, des fois. Donc, c'est ça la disruption. Et donc, comme elle ne sait pas trop où elle va, elle se dit, je ne sais pas ce qui est gagnant pour moi, je ne sais pas ce qui est gagnant pour l'autre, et donc, je ne peux pas faire un contrat social. Mais dans l'idéal, il faut, dans ces systèmes un peu compliqués, on ne sait pas comment on fait, on ne sait pas où on va. Donc, il y a plein de méthodologies, mais elles ne sont pas encore des standards. Et dans ces cas-là, il faut prendre le temps d'expérimenter. Et toutes les entreprises qui ne sont pas sous forte pression, c'est le moment de le faire parce que c'est toujours plus dur, plus violent de le faire quand on est à 2 doigts de fermer la boutique. Ouais. Est-ce que Jean-Yves voulait rebondir là-dessus? Moi,
moi, le gagnant-gagnant à l'échelle de l'entreprise, en tous les cas, dans le management, ça va être effectivement que le manager, sachant, prenne du recul et que le collaborateur puisse grandir et évoluer et apporter des solutions. Et on est gagnant l'un et l'autre parce que nous, managers, on prend du recul et il y a des idées nouvelles qui émergent et avec des projets qui prennent une dimension qu'on n'aurait même pas imaginée. Et pour le collaborateur, il s'élève, il est vraiment acteur de son travail et de son épanouissement. Donc c'est là, moi je le vois le gagnant-gagnant, vraiment, entre les deux. Oui. Mais dans le retail, pour être complémentaire, dans le retail, une des grandes questions, c'est est-ce que le numérique va supprimer les boutiques, par exemple, ce qui réinterroge fortement. Il n'y a pas de réponse a priori. Chacun essaye de théâtraliser à sa façon. Donc, ça veut dire que le vrai danger pour les entreprises, c'est est-ce que je ferme ? Et beaucoup de franchises qui font de très, très belles choses vont fermer parce qu'elles ont un modèle économique qui est mauvais, mal adapté au monde dans lequel on est, parce qu'elles n'ont pas prévu la numérisation ou n'ont pas su l'intégrer avec les boutiques, surtout les franchises, par exemple, où il y a des contrats qui sont derrière. Et donc, ça veut dire qu'à un certain moment, est-ce que toute l'entreprise bascule ? C'est pour ça que les sommets stratégiques, on dit pourquoi est-ce qu'ils sont aussi timorés ? C'est qu'ils sont vraiment sur des sujets en disant est-ce qu'on survit, est-ce qu'on ne survit pas ? Et donc, il y a une vraie urgence. Et c'est là où on voit les grands patrons. C'est ceux qui sont capables de dire c'est vrai que c'est la tempête. Et au sein de cette tempête, je suis capable de poser en germe des choses qui vont permettre de m'en sortir par le haut. Merci. Moi, j'allais reposer une question mais je vois qu'il y a des questions des participants, donc je leur laisse la priorité. Stéphane, je te fais un petit coup de fil à la fin du webinaire pour poser toutes mes questions. Je me retiens. Donc, j'ai une deuxième question de Martine qui nous demande donc qu'en est-il pour la jeune génération qui est extrêmement mobile ? Qu'en est-il de quoi ? Alors, justement, Martine, j'aurais aimé de préciser, c'était sa question suivante après le côté gagnant-gagnant. Peut-être que je peux répondre sur quelque chose. Allez, comme ça, on enchaîne parce qu'il nous reste les jeunes générations, minutes, le problème… Alors, les jeunes générations, les jeunes rentrent dans la vie à 22 ans à peu près, dans l'entreprise pour un salariat, un peu plus de 22 ans. C'est la génération TikTok. L'âge moyen à TikTok, c'est 22 ans. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ils fonctionnent différemment. Ils voient un monde de vieux qui ne sont pas préparés pour eux. Donc, ils se disent, je mets le costume, pour reprendre l'expression. Mais ça veut dire aussi que les vieux qui sont managers sont dans la même situation. C'est-à-dire qu'un jeune qui arrive, quand on lui pose une question, il dit, pourquoi tu veux faire ça ? Et donc, le manager dit, parce que je viens de te le dire. Et donc, le jeune, il dit, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Et voilà, deux mondes qui ne se parlent pas parce qu'ils ne se comprennent pas. Et c'est là où toutes les techniques que Jean-Yves proposait, de dire il faut créer une écoute, créer des standards d'écoute, une façon de faire, communication non violente, pleine conscience, tout est bon. Mais si on ne crée pas ça, on a des gens qui ne se comprennent pas, donc ils supportent parce qu'il y a de l'argent, mais dès qu'ils ont une opportunité, deviennent mercenaires. Parce qu'il n'y a pas une belle histoire qui les relie. Merci Stéphane. On va peut-être on va continuer sur les autres passer questions, une prochaine si question parce qu'il nous reste que 3 minutes. Si nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions, n'hésitez pas, chers participants, à aller poser vos questions directement à Stéphane et Jean-Yves via LinkedIn. Ils sont joignables sur LinkedIn. Elodie va vous mettre leur profil, le lien de leur profil dans le chat. Vous pouvez leur envoyer des messages. Ils vous répondent. Ça fera l'after. Allez, j'ai une question donc de Pauline qui nous demande quelles sont les méthodes, outils ou principes à appliquer pour manager en pleine conscience. On laisse Jean-Yves répondre à cette question. Allez. Alors, effectivement, déjà, il est important, par rapport à la pleine conscience, d'apprendre à nous détacher de nos pensées et de chasser l'autocritique. Pour un manager, c'est important. Et effectivement, on va les combattre. C'est je dois, il faut, je ne suis pas assez. C'est accepter le fait qu'on ait des pensées, des émotions, pour mieux se connecter au moment présent. C'est comme, moi je dis toujours, c'est la rosée du matin sur les fleurs du péché. C'est cueillir l'instant, effectivement, dans sa fraîcheur. Et cet ancrage dans le moment présent va permettre de mieux évaluer une situation et ça va produire un silence intérieur. Et des fois, quand la vie est mouvementée ou quand on vit une situation qui se passe devant nous et qui génère une émotion et on a envie de réagir, la pleine conscience va nous permettre justement de développer un espace.
Et dans cet espace, on a le pouvoir de décider et de mieux cerner effectivement ce qui se passe et de pouvoir apporter une réponse qui sera plus adaptée. Ça c'est propice effectivement à l'apaisement, on adopte une vision positive et quelque part aussi on réduit la rumination. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui se passe dans le cerveau et tout ça, je dirais tout simplement que en étant en pleine conscience dans une situation agitée, quand on se ressent sur soi et notamment sur la respiration, on va tout de suite s'apercevoir que on va s'apaiser, se détendre et que notre système parasympathique, lui, va tous les cas nous permettre de nous apaiser et de pouvoir ensuite désamorcer la situation et de pouvoir mieux agir et mieux être partie prenante dans la décision qui se présente devant nous. Voilà. C'est très rapide, parce que c'est un sujet qui me motive et que j'aimerais parler largement, mais je suis très ouvert pour en parler ensuite en after, il n'y a vraiment aucun souci. Merci Jean-Yves. Je vais devoir justement arrêter de répondre aux questions des intervenants parce que ça fait pile poil une heure qu'on a commencé. Mettre du temps oblige. Donc n'hésitez pas à contacter Jean-Yves et Stéphane via leur profil LinkedIn. Vous pouvez également me rejoindre via LinkedIn. Je vous fais juste un petit topo sur les prochains rendez-vous de l'annuaire QVT avant de vous dire au revoir à tout le monde. Donc on a un prochain webinaire sur la parentalité lundi 27 à 11h. Vous pouvez vous inscrire. Les liens sont dans le chat et également vous les retrouverez sur nos réseaux sociaux, sur la page de l'annuaire QVT notamment. Nous avons 3 afterwork de prévus, un à Lyon la semaine prochaine avec la thématique la QVT par où commencer. Vous vous inscrivez via Eventbrite. Et un autre afterwork à Grenoble le 23 juin. Rester collectif en mode hybride et exactement le même qu'on va faire le 5 juillet à Saclay, donc en région Île-de-France. Rester collectif en mode hybride, ça ce sont des afterworks. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux. On reste disponible pour vous répondre. C'était un plaisir, messieurs Stéphane et Jean-Yves, de partager ce moment avec vous. Je vous remercie énormément pour le temps passé lors de ce webinaire-là. Le webinaire, on le retrouvera en replay également sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à le partager et commenter un peu ce que vous en avez pensé. Ça nous fera grand plaisir d'avoir votre feedback. Merci Stéphane. Merci Sonia, merci à tous. Beaucoup pour la vidéo là, qui n'est pas en place, mais on a bien entendu. Merci Elodie pour la modération de ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très très belle après-midi. Bon appétit surtout. Et je mets les liens dans le chat sur le côté de tout ce que vous a donné Sonia comme information sur les prochains événements. Merci. Et restons rêveurs. Merci, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.